J'ai vraiment envie de creuser des façons de faire autrement pour garder un équilibre de vie. Donc travailler à un rythme qui soit différent. En fait, la plupart, je pense, des boulangers alternatifs sont quand même dans des problèmes de gestion du rythme. Je suis pas sûre qu'on arrive vraiment à décélérer. Se lever avant le jour, allumer le four, mélanger, pétrir, phraser, fleurer, bouler, façonner, grigner, enfourner, défourner. Le métier de boulanger-boulangère est réputé pénible et parfois solitaire. Avec la crise énergétique, de nombreuses boulangeries ferment. Pour trouver du pain hors des supermarchés, il faut parfois faire des kilomètres, que ce soit dans le milieu rural ou dans certains quartiers de Bruxelles. Pourtant, en parallèle, on voit fleurir de plus en plus de boulangeries artisanales, avec des boulangers et boulangères qui affichent sur leur étal un pain différent. Un pain local, un pain juste, accessible et rémunérateur. Je suis Lou Chosbourg. Et je suis Noémie Maugan. Et vous écoutez Le Pain qu'on sème. Le point commun, c'est qu'on aime ce qu'on fait. C'est un peu l'aliment de base qui me relie avec quasiment tous les hommes. C'est d'apprendre aux gens en fait qu'est-ce qu'ils mangent. Je crois que ce qui me touche, c'est le côté sacré et nourricier. Faire le pain, ça fait partie de la vie. Moi, du coup, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Rendre aux paysans une place centrale dans notre alimentation, dans notre société, de leur permettre de vivre de leur travail. J'ai besoin de faire ce projet pour agir. Épisode 3. S'organiser. Le monde de la boulangerie artisanale est peuplé de personnes passionnées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui rend viable, et surtout vivable, un projet de boulangerie ? Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le problème de la formation en boulangerie artisanale. Mais une fois formé, par où commencer pour s'installer ? Et puis, comment perdurer ? Dans cet épisode, nous retrouvons Sabine Catus, boulangère à Fizennes. Elle a commencé en couveuse d'entreprise et doit maintenant continuer sans aide. Comment trouver son équilibre ? Sabine aimerait aussi faire de sa boulangerie un projet collectif. Pour elle, travailler à plusieurs permettrait de partager l'aventure et d'alléger la pénibilité du travail. Mais surtout, cela permettrait de proposer d'autres activités autour du pain, comme des ateliers ou des conférences. Alors avec Sabine, nous sommes allés demander à des boulangères et boulangers artisanaux de partager leurs expériences. Quels sont les choix techniques à poser quand on décide d'ouvrir sa boulangerie ? Et quelles sont les valeurs qui transparaissent derrière ces choix ? Comment ajuster nos rêves à la réalité ? Comment trouver un rythme de travail qui ménage notre santé ? Et qu'est-ce que ça fait de travailler en collectif dans une boulangerie ? Il faut choisir tes outils de travail, autant en termes de matières premières que vraiment d'outils techniques. Il y a 3 ans, Plume a créé avec 2 autres personnes la boulangerie militante et autogérée du pain levé à Bruxelles. Est-ce que tu vas travailler avec des farines artisanales, des matières de force ? Est-ce que tu vas travailler avec du levain ou de la levure ? Est-ce que tu vas travailler des pâtes feuilletées ou pas ? Ça va déjà influencer quels outils tu vas utiliser ensuite. Par exemple, si tu travailles de la pâte feuilletée, tu vas être obligé de choisir au moins une manière de passer tes pâtes feuilletées à froid et un laminoir. Probablement, est-ce que tu vas choisir de travailler avec un pétrin ou pas ? Ça va influencer sur tes conditions de travail. Si tu choisis de travailler avec un pétrin et que tu choisis de faire du levain, tu vas choisir un certain type de pétrin. Si tu choisis de travailler avec un four électrique, un four à bois ou un four à gaz, c'est aussi un autre choix de travail. La grande question en boulangerie, c'est les horaires de travail, quoi. Et ça, vraiment, en fait, ça dépend d'à quel moment tu vends. Et qu'est-ce que tu veux vendre comme produit ? Est-ce que tu veux vendre un pain qui sort du four ? Ou est-ce que tu veux vendre un pain... ou est-ce que tu acceptes de vendre un pain le lendemain qu'il a été cuit, par exemple ? Il y a beaucoup de boulangers pour qui c'est ultra important de vendre un pain qui sort du four, quoi. Et c'est un vrai argument de vente, en fait. Encore aujourd'hui, le pain ultra frais, où la mie elle est croquante, la croûte est croquante et la mie est encore chaude, c'est vraiment un des arguments de vente, quoi. Et donc, si tu veux ouvrir le matin et vendre du pain qui sort du four, t'es obligé de cuire juste avant. Et dans ce cas-là, tu vas probablement faire du retardé parce que si en fait ton pain il doit être cuit à 9h du mat', si tu as fait du direct, tu dois t'être levé 6 ou 7 heures avant, quoi.
Donc peut-être tu dois avoir commencé à 1 ou 2 heures du mat'. Et par exemple, si tu te dis que tu veux juste faire la cuisson, alors tu dois t'être levé 3 heures avant et tu as fait la production la veille. Dans ce cas-là, tu commences à 6 heures du mat'. Ça va énormément changer sur tes conditions. Mon corps a dû s'habituer à l'activité de boulangerie, quoi. Sabine, avec qui nous avons réalisé cet épisode, a décidé de devenir boulangère après une autre carrière. Elle a établi son atelier au château-ferme de Fizennes, fascinée par son four romain. Les nuits courtes, mais beaucoup d'heures de travail debout, de travail physique, la gestion du feu de bois, le nettoyage du four, c'est quand même quelque chose, avec un four romain comme on a ici, c'est quelque chose de très physique. Il faut nettoyer le four, donc il y a déjà plus de 2 heures de gestion de four, on lance des gros bois dans le feu. Et puis après, il faut, une fois que les braises se sont réparties, il faut les évacuer dans un bac et puis il faut nettoyer. Donc on passe d'abord le racloir et puis on passe la brosse. Il faut s'imaginer un manche très très long, plus de 2 mètres de manche, donc on l'a un peu à bout de bras, puis c'est chaud. Et le nettoyage du four, ça prend environ 1/4 d'heure. Il y a cet enchaînement aussi des tâches. Ok, il faut façonner le plus proche du moment de vidage du four. Et puis, dès qu'on a vidé le four, il faut aller rapidement aussi pour enfourner parce qu'on cuit sur la chaleur résiduelle. Donc, il ne faut pas perdre toute la chaleur accumulée. Donc, et l'enfournement doit être rapide aussi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul. Tes 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée. Et puis, quand tu rentres, à la débauche. Tu rentres, tu zones, tu comates. Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalé, à l'usine. L'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve. Ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent. Dans un demi-sommeil de réveil. Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger. Comme lorsque l'on s'endort. Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent. Joseph Pontus, à la ligne, feuillet d'usine. En boulangerie, comme dans les autres métiers artisanaux, les choix techniques influencent directement les conditions du travail. Mais quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que les choix techniques ne sont pas seulement des décisions pratiques. Ils découlent aussi des valeurs soutenues par chaque individu. Enfin, tu peux pas, dans un four à bois, mettre 2 températures différentes, alors que dans un four électrique, oui. Et donc, tu peux cuire différents types de produits en même temps. Et donc ça, par exemple, ça va influencer ton organisation du travail au quotidien, quoi. Tu peux pas te dire, là, j'ai un trou et tout d'un coup, je vais faire des cookies alors que tu es en train de cuire qui vont être cuits à 180 degrés, alors qu'en fait, tes pains sont à 240 degrés dans le four parce que tu es obligé d'attendre que ça redescende. Et en même temps, tu peux pas te permettre de le faire redescendre si derrière, tu dois le refaire chauffer. Donc, c'est une vraie question de conditions de travail. Et en même temps, aujourd'hui, avoir du bois, si tu es capable de le stocker et de t'en procurer facilement, ça va te coûter 1000 fois moins cher que l'électricité au vu des factures. Là, il y a l'investissement d'une chambre froide qui va avoir lieu pour justement, tu fais tes pâtes, par exemple, le mardi en journée, et puis tu arrives le mercredi matin à 6h, tu cuis et tu ouvres vers 9h. Et donc ça te permet au final de ne pas t'être levé trop tôt, mais d'avoir quand même du pain frais. Mais par contre, ça t'oblige à avoir recours à une technologie. Et je pense que ça c'est un choix aussi, en fait, éthique. Parce que là, on parle de tout ce qui est choix de conditions de travail, choix de matières premières, choix d'outils. Mais il y a aussi un moment de dire, en fait, moi, je ne veux pas utiliser des chambres froides parce que je ne veux pas être dépendant de technologies qui
en fait, ne vont plus avoir d'apport d'énergie dans quelques années, ou ça va devenir trop cher, ou il y a des gens qui vont trouver hyper important de pétrir leurs pâtes à la main parce que c'est comme ça qu'eux, ils connectent avec leurs pâtes. Et d'autres qui vont dire, moi, je pense que je préfère avoir un pétrin pour pouvoir faire des plus grosses quantités. Et aussi parce qu'en fait, je vais y aller doucement et ça me convient. Et donc ça, c'est vraiment des choix vraiment personnels de chaque boulanger. Le choix de la commercialisation impacte aussi la viabilité d'une boulangerie. Dans les projets que nous avons rencontrés, on remarque que, souvent, la commercialisation passe dans un premier temps par des commandes. Cela permet de mieux gérer les quantités et donc les heures de travail. Puis, graduellement, une fois qu'on maîtrise mieux le rythme, une vente à la boulangerie est mise en place, ou bien une présence sur des marchés est assurée. Tout cela influence la relation avec les consommatrices. Les néo-boulangers et boulangères, qui se soucient de leur rythme de travail, ne produisent souvent que 2 jours dans la semaine. C'est le cas de Simon Menot, paysan boulanger près de Neufchâteau. Les consommateurs sont habitués à avoir un pain frais tous les jours. Or, le pain au levain, on ne le jette pas, quoi. Même s'il est sec, on peut encore en faire de la chapelure, des croûtons, on peut le griller, il va reprendre de la fraîcheur. Enfin, il se tient vraiment bien. Et le seigle, moi, je dis aux gens, ne le mangez pas pendant 3 jours, laissez-le sécher 2-3 jours, attendez. Si on le laisse sécher, on peut faire des fines tranches. C'est tout délicat, c'est même... Enfin, moi, je le trouve super bon comme ça. Mais voilà, et pour ça, il faut le laisser sécher. Or, il y a cette idée du pain frais quotidien qui est sur la table, qui sort de la boulangerie, ou tous les 2 jours au moins. Voilà, moi, je fais du pain 2 fois par semaine, donc forcément, j'ai du pain frais que 2 fois par semaine. Même si le lendemain, pour moi, il est encore frais, même s'il est de la veille. Voilà. C'est un peu le tout de suite, quoi. On est habitué à avoir tout le temps, partout. Voilà. Ici, le pain, il faut le commander. Donc ça, c'est une contrainte aussi. Il faut prévoir sa commande à l'avance, quoi. La boulangerie me permet aussi d'habiter autrement à la campagne, enfin, d'être actrice de là où j'habite. Et ça, je trouve ça très gai, quoi, de sentir qu'on a un peu d'action. En tout cas, c'est une façon de s'inscrire dans un territoire, oui. Et oui, ça a été une façon pour moi de rentrer en lien avec des gens un peu plus largement, quoi, par le travail finalement, d'être en contact avec d'autres producteurs sur les marchés. Enfin, je suis pas toute seule dans mon activité dans ma petite boulangerie. Je suis inscrite dans un réseau de gens qui partagent les mêmes valeurs et qui soutiennent aussi les circuits courts et d'autres façons de vivre et d'autres modes de fabrication artisanale. Et ça, je trouve ça super gai d'être dans cette dynamique-là locale. Et puis, toujours, il y a les plans, il y a les rêves et il y a la réalité. Une réalité qui parfois n'est pas celle qu'on voudrait, mais avec laquelle il est aussi beau de travailler. Il n'y a pas de modèle préétabli, tu peux vraiment créer quelque chose qui te ressemble. Donc tu vas à la banque, tu fais ton plan financier, donc il faudra faire autant de pain, tu as des chiffres, tu as une pression financière qui est quand même là aussi, quoi. On avait envie tous les 3 de se lancer dans la boulangerie, créer une activité économique qui tienne sur la durée. Je commencerai par mon bien-être et le bien-être de mes partenaires, et puis vraiment créer une relation de confiance avec mes clients. Et là, je pense que j'aurai la formule parfaite pour durer dans le temps. En fait, je trouve que vraiment les avantages de la campagne ou d'un milieu plus rural, c'est un accès plus facile aux ressources en termes de production, quoi, autant énergétique que matières premières. Mais par contre, une plus grande difficulté sur la commercialisation. Et c'est l'inverse en fait en ville, quoi. T'as plus de facilité pour la commercialisation parce que t'as potentiellement plus de public intéressé par un pain bio, le vin artisanal, tralala. Mais par contre, c'est plus compliqué de trouver des petits moulins artisanaux qui vont te livrer jusqu'à Bruxelles. C'est plus compliqué d'avoir un four à bois, etc., etc. Comme on a entendu dans l'épisode précédent, aller voir comment fonctionnent différents fournils est une grande source d'inspiration. Mais au final, il faut toujours passer par de l'expérimentation. Quand on monte une boulangerie, c'est trop bien de se poser et de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais en tant que boulanger, boulangère, pour être bien dans mon fournil.
Ça, je trouve que c'est une première piste. La deuxième piste, c'est d'aller voir plein d'endroits. Mais je pense que même en ayant vu plein d'endroits, tant que tu ne te retrouves pas dans un quotidien où tu as pris des décisions qui ont impacté tes conditions de travail, tu ne réaliseras pas exactement quels sont qu'est-ce qui te convient vraiment et qu'est-ce qui ne te convient pas. Et donc, je pense que le conseil que j'aurais vraiment envie de donner, c'est de ne pas hésiter à se lancer, prendre des décisions et quitte à revenir dessus, à faire des changements en cours de route, à réadapter ton fournil, à dire ok, bah là je me débrouille pour prendre 2 semaines de pause pour rechanger la manière dont est organisé mon fournil, je re-questionne la manière dont je vends, etc. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de... C'est difficile parfois de changer des choses en cours de route parce que ça implique de mettre un temps de pause à une production qui est très quotidienne, la production du pain. Et donc ça oblige de dire je vends pas pendant X temps et c'est donc quelque chose à anticiper, mais c'est faisable et il faut pas se dire que tout est définitif en fait. Alors, un laboureur dit « Parle-nous du travail ». Et il répondit « Vous travaillez afin de marcher au rythme de la terre et de l'âme. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte dont le cœur transforme en musique le chuchotement des heures. Et en vous gardant proche du travail, vous êtes dans le véritable amour de la vie. Et aimer la vie par le labeur est devenir intime avec le plus profond secret de la vie. Et que veut dire travailler avec amour ? C'est semer le grain avec tendresse et récolter la moisson dans la joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est insuffler dans toutes les choses que vous fabriquez l'essence de votre esprit. Le travail est l'amour rendu visible. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Khalil Gibran, le prophète. Moi, c'est vrai que ce qui me parle, c'est aussi de... Allez, comment est-ce qu'on peut vivre d'une activité qui nous plaît ? Pas d'avoir trois travails différents, un job alimentaire à côté d'un job qui fait sens. Comment trouver un équilibre entre ce qui nous plaît, ce qui a du sens et en même temps ce qui nous fait vivre. Même si elle est guidée par la passion, une boulangerie reste une activité économique qui se doit d'être rémunératrice. Alors, cette question d'équilibre, certains et certaines l'ont résolue en se lançant dans l'aventure à plusieurs, en collectif. C'est pas toujours facile de se démêler, je trouve, dans les choix de structure. Est-ce que je deviens juste indépendant ou est-ce que ça vaut la peine de créer une ASBL et de rameuter un peu d'autres gens autour du projet ? Les finalités sont différentes et en même temps se recoupent, se rejoignent. Donc, voilà, quels sont vraiment les besoins ? Je trouve que j'ai l'impression que ça prend du temps pour identifier les besoins. En tout cas, moi, ça me prend du temps. Là, j'envisage de plus en plus de passer en ASBL pour assurer la pérennité de l'activité au château, par exemple. Si je suis malade ou si je décide de partir en voyage, j'aimerais bien séparer ma personne de l'activité en elle-même. Donc pour moi, ça aurait du sens d'être à plusieurs. Et aussi pour développer tous les projets qui sont en lien avec toutes les valeurs que je soutiens. Donc j'aimerais bien organiser par exemple des conférences sur le pain, la nutrition. Mais je vois que c'est trop toute seule, enfin, c'est toujours ça en plus. Avoir cet accès à l'aide bénévole, du coup, pouvoir avoir des défraiements via ce biais-là. Et aussi permettre aux gens, quand ils achètent du pain chez moi, qu'ils sachent à quoi ça sert, enfin rendre visible ce que le projet soutient, en fait. C'est vrai que tout seul, c'est pas facile de faire tout ce travail de communication aussi autour du projet, donc c'est une vraie question. Cette vraie question, faut-il travailler seul ou à plusieurs, elle traverse un grand nombre de personnes que nous avons rencontrées. Cette vraie question, elle ne concerne pas seulement la boulangerie artisanale, mais aussi beaucoup d'autres initiatives de production alimentaire. Certaines personnes décident de travailler ensemble pour partager leurs forces et leurs idéaux. Ces collaborations ne vont pas sans leur lot de défis, mais il existe beaucoup d'outils pour les surmonter. Pour en parler, nous nous inspirons du travail d'agences de conseil comme la SAWB, du projet de recherche SpinCoop et de la thèse de Lou Plateau. Dans la description de l'épisode, vous retrouverez les références pour aller plus loin.
Ces recherches mettent principalement en lumière 5 enjeux d'organisation sur lesquels les productrices associées doivent se pencher. Le premier enjeu est de baliser l'étendue de la coopération. La coopération peut aller de la simple collaboration avec la mise en commun de certaines activités jusqu'à la gestion collective intégrale du projet. Se poser ensemble cette question, c'est établir clairement la raison d'être de la coopération. Thiago Nissens, conseiller chez Credal, une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois, nous fait part de ses observations. Le fait de se lancer à plusieurs ne va pas vraiment diminuer la pression à la rentabilité. Donc pour qu'un projet de boulangerie fonctionne, il faut produire et vendre avec une grande pression à la productivité. Il y aura bien sûr quelques économies d'échelle, mais les avantages vraiment de pouvoir se mettre en collectif, c'est d'avoir moins de nuits de travail par semaine, d'avoir moins de présence de permanence aux heures d'ouverture, de pouvoir mieux combiner vie privée et vie professionnelle. Et puis ça permet aussi de ne pas devoir chercher des employés qualifiés, parce qu'on sait que dans le secteur de boulangerie, c'est vraiment très compliqué de trouver des employés qualifiés pour la boulangerie artisanale en tout cas. Et un autre élément aussi, le fait d'avoir plusieurs associés permet d'augmenter la gamme de produits fournis. Et en boulangerie, le fait de pouvoir élargir sa gamme, donc pouvoir produire pas seulement du pain, mais aussi quelques viennoiseries, des biscuits différents, etc., permet d'augmenter le panier moyen et donc la rentabilité de la boulangerie. Maintenant, là où les tensions qu'on constate dans les collectifs, il y en a de plusieurs types, comme dans tout collectif, mais on voit surtout que beaucoup dans la boulangerie se fritent, on va dire, sur des conceptions différentes, sur la qualité du pain, sur le processus de travail, et qui ne sont pas assez raccords sur le niveau de qualité, le niveau d'exigence, le niveau de productivité. Et donc ils ont du mal à se faire confiance à la production l'un de l'autre, ou en tout cas à être raccord là-dessus. Pour contourner ces écueils, la meilleure chose à faire, c'est de tester. Donc de tester une production dans un cadre qui est protégé, soit à travers une couveuse, mais soit aussi avec un outil de production qu'on ne doit pas acheter. Donc on sait qu'il manque d'outils de test en boulangerie, de fours qui peuvent être mis à disposition pour tester son activité. Donc clairement, ça nous semblerait être une force pour le secteur de pouvoir avoir plus d'outils de test disséminés sur le territoire. Et alors, nous voyons aussi que, en tout cas, nous, les SAS et les agences conseils, ne sommes pas des spécialistes du secteur de la boulangerie, et que des gains économiques et de temps substantiels peuvent être réalisés dans ces secteurs en améliorant les processus, donc vraiment sur le programme d'une journée, l'occupation des fours, l'occupation de l'espace, la fluidité, la manière dont les différentes recettes s'intercalent, donc vraiment l'optimisation du processus. Et donc on pense qu'un renforcement des compétences là-dessus, en tout cas on conseille aux porteurs de projets lorsqu'ils se lancent de vraiment trouver un accompagnement, de trouver un professionnel qui est très expérimenté, qui puisse vraiment challenger leur processus et les aider à optimiser tout ça pour qu'ils puissent gagner en productivité. Et pour un collectif, le gain est d'autant plus grand que ça permet de mettre tout le monde d'accord sur la manière de faire dès le début et de diminuer les tensions par après. Mais alors, comment ça se passe concrètement dans les boulangeries collectives ? Avec Sabine, nous sommes allés rencontrer différents projets pour qu'on nous raconte ce que c'est que de travailler à plusieurs en boulangerie. Pour coopérer au stade de la transformation alimentaire, il existe plusieurs possibilités de structure juridique. La forme collective en boulangerie est encore assez rare en Belgique. Ici, les boulangeries collectives prennent la forme d'une coopérative ou bien d'une ASBL, qui veut dire Association sans but lucratif. Agnès, de l'Amicale des boulangers, fait partie du trio qui a décidé de monter cette coopérative boulangère en 2018 à Liège. Une coopérative, c'est une forme d'entreprise dans laquelle les travailleurs ont des droits égaux et au sein de laquelle les profits sont répartis de manière équitable entre les travailleurs, ou les profits ne sont pas répartis entre les travailleurs, mais sont attribués directement au profit de l'entreprise. Il y a toutes sortes de coopératives aujourd'hui. Il y a des coopératives
au sens direct du terme. Il y a des coopératives à finalité sociale. Voilà, nous, on a choisi la forme de la coopérative. On est société coopérative, on n'est pas à finalité sociale, mais on fait partie, on a un agrément économie sociale. Les 3 fondatrices de l'Amicale des boulangers souhaitent agir sur des problématiques qui les touchent. Il y a par exemple une attention accrue sur le bien-être au travail. Il y a aussi la limitation et la distribution d'invendus à des publics précarisés et la mise en place de pains suspendus que la clientèle peut financer pour des personnes en situation de sans-abrisme. L'Amicale des boulangers souhaite aussi être créatrice de liens, que ce soit dans leur quartier ou entre les coopératrices et l'ensemble de la filière. À partir du moment où on est ensemble, qu'on est plusieurs, on ne peut pas suivre juste son instinct à soi et ses envies. Il faut composer avec celles des autres. Et c'est ça aussi qui fait la force du projet. On n'aurait jamais pu se lancer seul. Enfin, si, on aurait pu, mais alors on aurait charbonné comme des malades. Et ici, le fait d'être ensemble, ça nous permet vraiment d'avoir pu garder une vie sociale, une vie familiale correcte. Et de malgré tout, tout en travaillant beaucoup, mais... Oui, non, c'est sûr que seul, on n'y serait pas arrivé. On a vraiment, dans la création de la société, on a été chercher vraiment les capacités de chacun pour qu'on puisse se renforcer tous les 3. Trouver sa force dans le collectif, c'est aussi ce qu'ont décidé en 2022 les fondatrices du Pain Levé, une boulangerie unique en son genre. Comme écrit sur sa devanture, le Pain Levé est une boulangerie militante et autogérée. Autogérée, cela signifie que ce sont les 5 boulangers ouvrières qui gèrent leur entreprise de manière horizontale. Il n'y a pas de hiérarchie et les salaires sont égaux. Les prises de décision se font collectivement. À Bruxelles, dans son atelier, Sylvain, qui a rapidement rejoint les fondatrices de cette boulangerie particulière, nous précise que l'autogestion, c'est une forme d'organisation qui s'apprend. En termes d'autogestion, on s'est mis un cadre quand même. On a été un peu... Il y en a 2 qui ont suivi une petite formation en autogestion et ça a pas mal aidé à avoir un petit cadre de pas tout réinventer, quoi. Donc on a discuté pas mal d'un petit cadre de fonctionnement entre nous, où typiquement on a redit, même si ça vaut la peine, mais au moins ça a été dit, quoi, qu'il y avait le droit à l'erreur, qu'il y avait de la bienveillance. Donc on a quand même nommé des choses qui ont permis quand même que des choses n'explosent pas, parce qu'il y a à la fois... En fait, c'est un niveau un curseur, quoi. On est en autogestion, on est là aussi pour pas avoir de chef, etc., etc. Donc il y a une forme de liberté qui a envie de garder, quoi, dans les pratiques. Mais en même temps, de l'autre côté, il faut une certaine standardisation pour que les clients s'y retrouvent, pour qu'on soit content. Donc, le côté se mettre d'accord sur les 7 et le côté autonomie, elle est quand même... c'est un continuum à trouver. Un deuxième enjeu dans la construction d'un projet de coopération est d'être clair sur les envies de chacune. Et ces envies, il faut les mettre en face des possibilités techniques et organisationnelles qui existent. Autrement dit, il faut discuter ensemble de ce dont on rêve et de ce qu'on peut réellement faire. On regarde donc les investissements possibles, les outils disponibles, le lieu, la clientèle. Ces discussions peuvent mener à la rédaction d'une charte qui servira de guide pour la suite. Le Pain Levé est une ASBL, ce qui n'est pas courant pour une boulangerie. Les premiers achats de matériel ont été faits avec des financements de la région, mais aussi grâce à des prêts de fonds par les salariés et leurs proches et un crowdfunding. Tout le matériel appartient à l'ASBL. Récemment, le groupe a choisi de contracter un prêt pour s'équiper d'une chambre froide, notamment pour diminuer le travail de nuit. Depuis quelques années seulement, les ASBL peuvent avoir une activité lucrative quotidienne, mais doivent avoir une finalité sociale. Au Pain Levé, l'idée est de questionner les conditions de travail en boulangerie, avec, entre autres, la mise en place de l'autogestion. L'idée est également de mettre en œuvre une plus grande accessibilité à du pain de qualité, issu de produits locaux. Le Pain Levé propose par exemple 3 prix différenciés sur chacun de leurs produits. Cela fonctionne sur la solidarité. Le prix le plus élevé finance le plus bas qui s'adresse au budget serré. Plume, qui fait partie des fondatrices du Pain Levé, explique que leur envie partagée était de créer du lien avec leur quartier. Les boulangères et boulangers du Pain Levé proposent des petits déjeuners et des ateliers autour du pain en partenariat avec les associations du coin.
Entre production économique et action sociale, encore une fois, tout est question d'équilibre. C'est des activités qui prennent du temps aux travailleurs et travailleuses du pain levé et qui ne sont pas du tout rémunératrices. Et du coup, il est question peut-être d'obtenir un subside en éducation permanente ou quelque chose comme ça qui permettrait d'en fait ne plus se poser la question de comment est-ce que la boulangerie en tant qu'activité rentable doit financer des activités non rentables sociaux de la boulangerie. Ou alors il faudrait les faire par des personnes qui le font de manière bénévole, mais alors à quel point est-ce que les travailleurs-travailleuses s'y impliqueront encore, enfin, ce truc où c'est toujours difficile d'être en même temps dans ton boulot une personne qui travaille et qui est rémunérée pour ce boulot-là, et en même temps pour cette même structure faire des activités bénévoles, quoi. Le troisième enjeu, c'est de discuter clairement de la rémunération des associés. On peut décider ensemble des critères de partage et des revenus. Il existe une rémunération horaire, certes, mais on peut aussi réfléchir à valoriser l'expérience ou des compétences particulières, ou encore prendre en compte la prise de risque financière de certaines personnes lors du lancement de projets. Des mécanismes de solidarité sont possibles entre associés. Pour avoir décidé, vous pouvez vous référer à la bibliographie de l'épisode. En plus, dans les collectifs fonctionnant de manière horizontale, on remarque un autre problème, celui de la répartition des tâches. Une grande question se pose. Faut-il travailler à tous les postes de manière équitable ou bien faut-il se spécialiser ? C'est clair que ça fait porter un poids assez conséquent sur les travailleurs et travailleuses, quoi, de devoir prendre toutes les décisions, de devoir être en même temps travailleurs-travailleuses qui font de la production alimentaire et en même temps de devoir s'y connaître en gestion, s'y connaître en compta, s'y connaître en RH, s'y connaître en marketing, s'y connaître en com, etc. Et je pense que les limites de ça, c'est que ça devient un peu lourd à terme et ça prend beaucoup de place. Et je pense que nous, on a beaucoup pensé de vouloir faire très équitable au pain levé, donc tout le monde a le même nombre d'heures de production, le même nombre d'heures de vente, le même nombre d'heures qui sont prévues à de la gestion. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des personnes qui sont concentrées sur plus certaines tâches, quoi. Aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment moins gérer de l'admin, de la com, quoi, et d'autres qui préfèrent faire que de la production. Enfin, donc, je sais pas, par exemple, moi je sais que j'aime pas la vente. La boulangerie Sans Patron à Liège est elle aussi une des rares boulangeries belges à être autogérée et à fonctionner sous la forme d'une ASBL. Ce projet est né en 2020. C'est un collectif de militantes et militants qui n'étaient pas au départ formés dans la boulange, qui a décidé de reprendre une boulangerie préexistante pour créer un lieu autogéré et convivial. Alex fait partie du projet depuis ses prémices. Alors c'était une discussion qu'on avait au début, est-ce qu'il y a une différence de salaire ou est-ce qu'une heure égale une heure ? C'est con, mais il y avait des revendications syndicales entre nous de une personne plus âgée a droit à plus, ou plus ancienne, ou avec plus d'expérience. Et par ailleurs, la question de la pénibilité, notamment autour du travail de nuit, doit pouvoir être considérée aussi. Donc les boulangers sont payés un petit peu plus que la pâtissière. Et actuellement, par exemple, la vendeuse est payée plus que la pâtissière qui vient tout juste de commencer. À la boulangerie Sans Patron, l'idée est de questionner les conditions de travail, les salaires et les hiérarchies. L'important est de faire vivre un lieu dans lequel des activités sociales et militantes, dont un bar et une cantine, sont financées par l'activité de boulangerie, tout en maintenant une grande accessibilité sur le pain artisanal. Aurélien fait aussi partie des fondateurs et fondatrices du collectif. On s'est constitué dès le début en ASBL. C'est la forme juridique qui nous paraissait la plus cohérente par rapport au projet. Le groupe qui s'est constitué pour reprendre cet espace était majoritairement constitué de militants et pas tellement de personnes impliquées dans la boulangerie ou dans le métier. Et donc c'était une occasion de reprendre un espace, de le faire vivre, et avec toutes des personnes qui avaient déjà l'expérience d'espaces alternatifs où il se passe plein d'activités, où l'idée était de faire vivre le lieu à travers des activités qui soient déconnectées de la relation marchande ou même de la vente du pain. Ça a été pris un peu à l'envers, quoi, du coup, même si ça a donné plein de choses assez formidables et tout ça.
Donc il a fallu après reconstruire une équipe de boulangers et trouver des boulangers de l'extérieur. Ce qui a créé quelque chose ultra intéressant et en même temps très complexe. Que c'est pas finalement ceux qui faisaient tourner l'atelier, n'était pas un petit groupe de boulangers qui se connaissaient avec les mêmes visions sur le travail, les mêmes visions sur le projet, etc. Mais des boulangers qui venaient de milieux conventionnels, des ateliers, des gros ateliers, tout ça, qui cherchaient du boulot, qui en ont trouvé ici, et qui ont trouvé des nouvelles conditions de travail, etc. Mais avec qui il a fallu partager, familiariser tout le reste du projet, et du coup aussi toutes les responsabilités et investissements dont le projet dépendait. Le 4e enjeu est de réfléchir en amont à l'évolution du groupe d'associés. C'est-à-dire penser au départ ou à l'arrivée de nouvelles personnes. Quelles sont les conditions d'intégration ? Comment transmettre les savoirs et savoir-faire ? On n'avait pas tous la même idée, les mêmes orientations dans la manière de fonctionner. Voilà, le fait de réussir à passer l'information, de discuter ensemble. Entre militants, on connaît bien on sait comment fonctionnent les réunions, on a l'habitude. Il y a tout un corpus de gestes, d'habitudes qui sont bien intégrés chez tout le monde, qui fait qu'on a facile à s'exprimer et à prendre des décisions. Les personnes de l'extérieur, finalement, elles peuvent être là, mais elles n'ont pas les moyens, les clés pour vraiment participer. Et après, il faut se rendre compte aussi, c'est que parfois, non seulement elles n'ont pas forcément les clés, il faut le temps, mais elles n'ont pas forcément l'envie, parce que peut-être que c'est trop demandé pour les principes d'égalité de mettre toute une charge mentale et tout ça sur quelqu'un qui ne le désire pas, quoi. On peut pas exiger de tout le monde de vouloir faire la révolution, et forcément, ces personnes, elles voulaient aussi juste travailler et pas non plus prendre la tête. Donc ça, et ce qui était aussi très légitime, mais qui créait des rapports un peu différents, des investissements différents, et des motivations pas tout à fait égales dans la vision globale et la gestion de l'SBL. Enfin, le 5e enjeu est de se positionner sur la participation citoyenne dans le projet. Par exemple, on peut se demander pourquoi on veut faire participer des consommatrices et on peut réfléchir à leur degré d'implication dans la prise de décision. C'est vrai que devoir gérer des coopérateurs, c'est quand même un travail assez considérable. Donc d'abord, il faut tenir le registre, il faut les tenir au courant, il faut organiser cette assemblée générale. On a quand même des comptes à leur rendre. Maintenant, ce que nous, on trouve intéressant aussi dans cette idée d'avoir des coopérateurs qui nous suivent, c'est de savoir qu'en fait, on n'est pas tout seul. On a un peu des gens derrière qui vont pouvoir nous dire non, là vous vous plantez complètement, ou bien qui vont nous aider en fait justement à pouvoir orienter un peu nos idées ou voilà nous dire si on fait fausse route. Au Pain Levé, on a choisi d'être une ASBL et que la principale raison pour laquelle on passerait à la coopérative, ce serait s'il y a besoin de fonds de la part de coopérateurs, quoi. Je pense que c'est deux structures différentes dans leur manière de s'organiser aussi. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu as des coopérateurs, tu as aussi des comptes à rendre à, entre guillemets, une communauté de coopérateurs et coopératrices. Alors que dans la SBL, tu peux avoir les membres adhérents, mais généralement, ce n'est pas ceux et celles à qui tu rends des comptes, c'est au CA et à l'équipe de la SBL. Pour monter un projet collectif de production alimentaire, plusieurs enjeux sont à connaître et à discuter. Il est important de baliser l'étendue de la coopération, d'être clair sur les envies de chacune et d'identifier les possibilités du collectif. Il faut s'accorder sur les grandes lignes du projet, ses valeurs et ses objectifs. Il est également capital de définir le revenu des collaboratrices, de prévoir l'évolution du groupe d'associés et de discuter de la participation citoyenne. Prendre le temps de définir ainsi les modalités et les enjeux de la coopération est une clé pour avoir un projet commun viable. Un projet solidaire, agréable à vivre et fait pour durer. Je pense que tout le monde je pense que la plupart à un moment donné s'est senti un peu en surcharge. Je pense que c'est un problème général pour le travail associatif où on donne de soi pour des idées qui dépassent un peu juste les conditions matérielles du travail dans lequel on est impliqué. Alors que il faut se rappeler que c'est aussi juste un travail et si quelqu'un avait un moment de faiblesse ou était pris par autre chose, etc., le collectif tient encore, quoi. On construit une entité qui a une valeur sociale, etc., qui dépasse
l'individu, quoi. Liés à nos frères par un but commun, et qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons. Et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes. Pour moi, je vis et puis voilà, je fais ce qu'il y a à faire. J'aime pas devoir me dire « Ok, là je travaille, ok, là je vis. » Voilà, pour moi, tout est mélangé. Et la boulangerie fait partie de ma vie. C'est ok comme ça. Qu'on essaye de promouvoir vraiment une filière éthique, qui soit respectueuse de l'environnement, de la nature et du vivant au sens large, quoi, des hommes, des humains qui sont derrière. Et aussi de par nos modes de travail, de retrouver des modes de fabrication plus petits, d'autres structures plus artisanales, des modes de fabrication en fait, qui permettent un mode de vie différent. Tous ces témoignages nous ont permis d'explorer avec Sabine les possibles d'un projet de boulangerie à son image. Une boulangerie à la fois vivante et vibrante, mais aussi rémunératrice et viable. Les possibles d'un métier porteur qui se vit, qui évolue, qui se partage. Les possibles d'un métier de passion. Un métier qui évolue, oui. On a senti que les nombreux choix d'un projet de boulangerie se limitent rarement à des contraintes logistiques ou techniques, et que les valeurs, environnementales, sociales, éthiques, de celles qui posent ces choix ne sont jamais bien loin. Qu'il faut avoir le courage de rêver, de se lancer, de composer avec le réel, d'essayer, de réajuster, de recommencer. On a senti que pour certaines, l'aventure ne vaut la peine que si elle est vécue à plusieurs. Une passion qui se partage. Il reste encore de nombreux défis dans le secteur de la boulangerie collaborative. Et pourtant, il nous semble que ces boulangers et boulangères pionnières contribuent à ouvrir un horizon concret pour la relocalisation des filières. Même si des outils et des structures d'accompagnement existent, il faut renforcer le soutien à la boulangerie artisanale, afin de lui rendre ses lettres de noblesse et d'en faire un métier d'avenir. Cela passe en partie par la réinvention des conditions de travail. Pouvoir se questionner ensemble, dialoguer pour s'organiser, travailler, vivre bien, tendre vers un objectif commun dans le respect des contraintes et désirs de chacune, c'est déjà établir le socle d'un faire filière. Sabine continue son cheminement. Noémie et moi, nous continuons notre recherche. Restez à l'écoute. Merci à toutes les personnes présentées dans cet épisode, mais aussi à Mano Alain, François Hoth, Fazia Smile, Charlotte Laloire. Un épisode de Louchesbourg, Sabine Catus et Noémie Mogan. Musique originale, Pierre Alouche et Aydin Ishleyan. Aide à la réalisation, Guillaume Abgral. Mixage, Bastien Hidalgo-Ruiz. Ce podcast est inspiré d'une recherche-action participative financée par le Fonds national de la recherche scientifique et menée au sein de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles avec Marjolaine Visser et Kevin Maréchal. Avec le soutien du Fonds Vernars.